bonjour à ceux qui nous rejoignent maintenant. C'est Territoire Sénat qui démarre avec l'actualité parlementaire et sénatoriale et les titres de cette actualité ce matin, Saveria. Bonjour à tous. La réforme de la fonction publique, elle sera examinée demain au Sénat, un texte qui entend moderniser le statut de fonctionnaire avec un focus particulier sur la fonction publique territoriale. La gauche, elle, dénonce une menace sur les services publics. Nous en parlerons avec le chef de file du texte pour le groupe socialiste, Jérôme Durain. La réforme du règlement du Sénat, elle sera examinée demain, un texte présenté par Gérard Larcher pour moderniser, simplifier, mais aussi accélérer les travaux de la Chambre haute. Nous en parlerons avec le constitutionnaliste Jean-Philippe Derosier. Et puis le lancement du label Terre de Jeux 2024, ce sera tout à l'heure au Sénat, un label qui va permettre à tous les territoires de participer à la grande aventure olympique des JO 2024. Tony Estanguet était tout à l'heure sur notre plateau pour en parler. Vous l'entendrez. Je disais en titre, la réforme de la fonction publique, elle sera examinée demain au Sénat. Un texte qui entend moderniser le statut de fonctionnaire. En commission, les sénateurs ont surtout étoffé les mesures qui concernent la fonction publique territoriale. La gauche, elle, dénonce un affaiblissement de la fonction publique et une menace contre les services publics. Explication, Alizé Boissin. Adopté fin mai à l'Assemblée nationale, le projet de loi de la fonction publique est loin d'être une révolution. Celui-ci prévoit de s'aligner sur les méthodes du privé, notamment en facilitant les recours aux contractuels, une pratique déjà existante, ou encore en créant un contrat projet, une sorte de CDD de 1 à 6 ans. Mais ce qui inquiète le plus les syndicats, c'est la fusion des instances de dialogue social et la mise en place d'un dispositif de rupture conventionnelle, à l'image du privé. Un tournant que dénonce la gauche sénatoriale. Dans un tweet, le sénateur socialiste Jérôme Durain critique la philosophie du texte. En somme, Macron sur les fonctionnaires, c'est du Fillon allégé. Il y a moins de suppression de postes, mais le même goût désagréable d'affaiblissement du service public que le Fillon normal. De son côté, la majorité de droite du Sénat a déjà adopté en commission les mesures phares du projet de loi. Selon l'un des co-rapporteurs, sans être une véritable transformation pour la fonction publique, le texte va dans le bon sens. La contractualisation de plus en plus importante dans la fonction publique me paraît quelque chose de tout à fait intéressant. Il n'y a aucune raison que tous les fonctionnaires, ou tous les agents publics du moins, qui servent le public soient sous un statut à vie de fonctionnaire. Et il faut aussi simplifier, je pense notamment à la fonction publique territoriale, la manière dont nos collègues élus, les maires en particulier, peuvent recruter. Donc simplifier, assouplir, tout ce qui ira dans ce sens-là sera soutenu. La Chambre haute entend aller plus loin sur le texte sur 2 points. D'abord, sur l'embauche des agents handicapés, puis sur l'installation des agents publics dans les zones enclavées. L'hémicycle devrait surtout se diviser sur la réforme de l'ENA, ainsi que sur l'encadrement des carrières longues des fonctionnaires. Voilà, on poursuit la revue de l'actualité sénatoriale et politique. Dans un instant, le face-à-face politique. Voilà, il arrive. Bonjour. Jérôme Durain, vous êtes sénateur Parti Socialiste de Saône-et-Loire. Merci d'être avec nous sur ce plateau ce matin. Bonjour Jérôme Durain. Le Sénat s'apprête donc à examiner à partir de demain cette réforme de la fonction publique. Vous êtes le chef de file du groupe socialiste sur ce texte. Le texte prévoit notamment recours accru aux contractuels, la fusion des instances de dialogue social, mais aussi des mobilités facilitées, un dispositif de rupture conventionnelle, bref, un texte roboratif. Quel est votre sentiment sur ce projet de loi ? C'est une rupture qui ne dit pas son nom. Le ministre en audition d'ailleurs a utilisé des termes qui étaient assez éloquents. Il a dit on veut un peu plus d'agilité, de souplesse, et puis aussi quelques considérations de dépenses publiques. On n'est pas très loin des 120 000 fonctionnaires à supprimer. Et finalement, sous des mesures qui paraissent techniques, il y a quelque chose d'assez profond qui va se passer dans la fonction publique dans ce pays. C'est-à-dire, quelle est la philosophie du texte que vous dénoncez ? C'est-à-dire qu'on passe d'une fonction publique de carrière, avec des gens qui ont passé des concours, qui sont dans des logiques de progression, d'avancement, de services publics chevillés au corps, à quelque chose qui est beaucoup plus contractuel, avec finalement des craintes que nous avons pour la continuité du service public, pour une précarisation des gens qui sont en place, et puis une espèce de dumping généralisé entre des contractuels qui arrivent, qui passent, qui viennent, et puis les fonctionnaires qui sont là pour une carrière. La contractualisation, nous allons en parler dans un instant, mais tout d'abord, vous dites vouloir combattre pied à pied l'ensemble des régressions mises en œuvre par ce texte. De quelles régressions parlez-vous ?
C'est d'abord le sujet de la contractualisation en tant que tel. C'est une très large tentative d'affaiblir le dialogue social. Les commissions administratives paritaires, les CHSCT, comités d'hygiène et de sécurité, qui disparaissent. Mais en quoi la fusion des instances de dialogue social, c'est une régression? C'est pas la fusion qui est une régression, c'est l'éloignement des agents de ces instances qui pose problème. Parce qu'on n'aura plus la même capacité de recours sur des conditions de travail qui sont quand même pas toujours faciles. Aujourd'hui, il y a le bac, des grèves de fonctionnaires, les enseignants sont des fonctionnaires, les urgences dans ce pays vont mal, ce sont aussi des fonctionnaires, et quand ça va mal, on va dans les CHSCT, on exprime sa douleur au travail. S'il n'y a plus de CHSCT, comment on fait? Voilà, donc c'est un sujet. Il y a aussi le sujet des avancements, des mutations, tout ce qui a été supprimé dans ce texte. Vous comptez modifier, amender ce texte. Comment allez-vous améliorer? On va avoir du mal. On va avoir du mal parce que les conditions de travail sur ce texte sont assez délirantes. On a en commission étudié des centaines d'amendements en très peu de temps. C'est presque une insulte au parlementarisme de travailler dans ces conditions. On était tous très très désagréablement surpris par les conditions d'étude de ce texte. Les procédures accélérées, au bout d'un moment, ça suffit. Également parce que la droite sénatoriale est plutôt sur la même ligne que le texte du gouvernement. La droite sénatoriale est plutôt dans une logique d'accompagnement. C'est pas tout à fait surprenant. Il y a quelques points quand même où ils essayent d'améliorer les choses dans l'intérêt des fonctionnaires. Mais globalement, nous sommes, nous, en rupture, effectivement, le groupe socialiste, avec ce qui est proposé. Alors, ce projet de loi, on l'a dit, prévoit de recourir de façon plus systématique aux contractuels. Les sénateurs ont d'ailleurs élargi le recours aux contractuels dans la fonction publique territoriale, en ouvrant la possibilité d'y recourir pour tous les emplois, quelle que soit la catégorie dont ils relèvent. Je vous propose tout de suite, puis après on vous entendra, de regarder ce reportage sur cette question, un reportage de Samia Dechir. Cette dame travaille depuis 10 ans comme agent technique contractuel pour la mairie de Paris. Nous la retrouvons après sa journée de travail au cabinet de son avocate. Aujourd'hui, elle veut témoigner de manière anonyme de ses 10 ans de précarité. 10 ans et une vingtaine de contrats, de 1 mois à 1 an, avec la peur permanente de ne pas être renouvelé. Parfois, tu tombes malade, tu ne peux pas poser l'arrêt maladie, tu as peur parce que ton contrat, ça ne sera pas renouvelé. Donc, tu es obligé de travailler avec la maladie. Combien de contractuels cumulent eux aussi des petits contrats? Difficile à dire. La mairie de Paris n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Mais cet agent assure que son cas est loin d'être isolé. Je ne suis pas toute seule, on est beaucoup à la ville de Paris. On est en train de souffrir. On était fatigués. Il y a beaucoup, ils n'ont pas renouvelé leur contrat, ils ont parti. La plupart, c'est des femmes seules. C'est vraiment triste. D'après son avocate, la justice offre peu de recours à sa cliente. La loi autorise le recrutement de contractuels pour remplacer un fonctionnaire absent. Si ma cliente allait devant la juridiction administrative, elle arriverait peut-être à être indemnisée d'une somme d'un montant de 6 500 € au vu de son salaire. En fait, il n'y a pas d'indemnisation de la précarité. Il y a une indemnisation qui est très très dérisoire et qui est symbolique. Un vide juridique qui pourrait concerner de plus en plus d'agents. Car le projet de réforme de la fonction publique prévoit de faciliter le recours aux contractuels sans créer de garde-fous juridiques contre les abus. On facilite d'un côté le recours à ces contractuels et dans le même temps, on ne leur apporte aucune sécurité. C'est inquiétant parce qu'on crée en fait un emploi public à double vitesse. C'est-à-dire qu'il existait déjà, mais on renforce ce caractère, cette séparation entre les fonctionnaires et les contractuels. La fonction publique française compte aujourd'hui près d'1 million de contractuels, soit un agent sur 5, tous secteurs confondus. Les syndicats dénoncent une privatisation rampante de la fonction publique. Est-ce qu'ils se trompent ? Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, dans la mesure qui est proposée. D'ailleurs, les syndicats se plaignent de la concertation, parce que le gouvernement nous dit on a eu 15 mois de concertation. Il y a un front uni des syndicats contre ce texte. C'est surprenant, après 15 mois de concertation. Deux éléments sur ce qui a été dit. Votre reportage est très éclairant. D'abord, l'idée selon laquelle les employeurs, notamment territoriaux, vont trouver intérêt à ce texte et à ce projet me paraît fausse, parce que des fonctionnaires, c'est des gens qui sont formés, qu'on peut recruter, dont on est sûr. Les contractuels, c'est une grande volatilité de l'emploi. Un petit maire dans une commune rurale n'aura pas plus de facilité à recruter
parce qu'il y a des contractuels. Et puis, moi, je crois globalement quand même que cet assouplissement va aussi aller de pair avec des augmentations de coûts, parce que l'attractivité, si elle n'est pas garantie par le statut, il faudra la monnayer. Et quel avantage pour les finances publiques? Je ne suis pas certain qu'on s'y retrouve à la fin. Une dernière question sur ce sujet, sur cette réforme de la fonction publique. Qu'en est-il de la suppression de l'ENA, de l'École nationale à l'administration, qui avait été donc annoncée par Emmanuel Macron? Est-ce que cette suppression de l'ENA est prévue dans le texte? Je trouve que c'est assez démagogique, cette suppression de l'ENA. Ce qui est intéressant, au fond, c'est ce que fait l'État employeur. L'État, d'une manière générale, est mauvais employeur. C'est pas l'école qui pose problème, c'est pas la formation, c'est ce qu'on fait des gens qui en sortent. Donc allons-y pour la suppression de l'ENA. Ça sera sans doute populaire, mais pas forcément efficace. Jérôme Durin, je voudrais également vous entendre sur l'acte 2 du quinquennat, sur ce discours de politique générale du Premier ministre la semaine dernière. Vous avez voté contre. Il y a eu 10 abstentions dans votre groupe. Patrick Kanner, le chef de file des socialistes au Sénat, a dénoncé à la tribune des manœuvres de certains membres du gouvernement pour faire pression sur certains élus. Vous dénoncez ces méthodes? Oui, ça n'est pas surprenant. On voit dans quel environnement on est en ce moment, la recomposition du paysage politique, le miroir aux alouettes du fameux parti unique, et un certain nombre d'élus qui se laissent tenter, qui imaginent que parce qu'ils vont à la facilité, aller du côté du manche, du côté du pouvoir, ça facilitera leur progression de carrière. Ils le font par opportunisme municipal? Il y a une part d'opportunisme municipal globalement dans le pays, dans l'ensemble des formations politiques. S'agissant du groupe socialiste au Sénat, nous sommes un groupe qui travaillons. La ligne est beaucoup plus claire avec Patrick Kanner que ce qu'elle pouvait être sous une autre présidence, celle de Didier Guillaume. Et on a quand même un groupe qui a le cœur à gauche et qui est installé à gauche. Donc je pense qu'on va régler entre nous sans difficulté ces sujets. Alors justement, ces 10 sénateurs qui se sont abstenus, est-ce qu'il faut les exclure du groupe? La décision, j'imagine, sera prise demain lors de la réunion du groupe. Il y a une réunion de socialiste. groupe demain, effectivement. Et donc que va-t-il se passer? Écoutez, on verra. Je crois que pour avoir échangé avec Patrick Kanner, on va clarifier les choses, mais on va le faire entre nous. Il n'y a pas besoin de procéder à des exclusions ou de manier la sanction. On a l'habitude de discuter, on sait vivre ensemble. Donc pas d'exclusion de ces 10 sénateurs qui se sont abstenus? Je pense que c'est tout à fait excessif. D'accord. Jérôme Durin, sénateur PS de Saône-et-Loire, est notre invité. En Saône-et-Loire, la ruralité, c'est une nouvelle vie plus apaisée. On veut fuir un peu ce qu'on supporte plus en ville. Vous avez d'ailleurs animé récemment une réunion là-dessus. C'est intéressant ça. En même temps, est-ce qu'on peut, quand on habite en ville, réellement envisager de revenir à la campagne avec ce qu'on apprend de désertification médicale, d'éloignement d'un certain nombre de services publics? Est-ce que c'est compatible? Il y a un rêve, certes, et vous l'avez exprimé assez bien lors de cette réunion-là. J'ai vu nos confrères du journal de Saône-et-Loire qui en faisaient état, mais est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est possible au fond? Ça suppose deux choses, effectivement, qu'on se batte pour garder cette armature de service public. C'est notre combat quotidien à nous les élus. Et si on arrive à garder cette armature, ces services, un accès au numérique, savoir attirer des gens qui veulent partir. 67% des Parisiens disent qu'ils sont prêts à partir sous 7 jours si on leur offre la même qualité de vie et des conditions de revenus à peu près équivalentes. Franchement, il faut venir dans nos départements. On a 1h20 de Paris, on peut faire du télétravail, on a une qualité de vie qui est sans conteste meilleure qu'en ville, donc oui, il faut venir. Jérôme Durin, justement, la semaine dernière, lors du discours de politique générale, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé un nouvel acte de décentralisation avec un projet de loi pour la fin de l'année, pour l'année prochaine. Vous saluez cette main tendue, justement, aux territoires, aux collectivités? Merci aux Gilets jaunes. Merci aux Gilets jaunes qui ont permis au gouvernement, au président de la République, de découvrir l'intérêt des territoires et des élus locaux. Donc on prendra ce qu'il y a de bon à prendre. On a nous-mêmes nos propositions, on travaille sur le sujet. Voilà, il y a des choses qu'il faut faire, notamment rétablir un statut de l'élu plus conforme à ce que... Votre score au bac philo, Jérôme Durin? J'en ai plus aucun souvenir. Ah, boulala, il n'y a pas si longtemps pourtant. Un petit peu trop quand même. Merci beaucoup. En tout cas, on retient votre idée, une nouvelle vie plus apaisée pour ceux qui ne supportent plus la ville, en Saône-et-Loire donc. Venez chez nous. Voilà, merci. On passe Merci, à Jérôme l'agenda, ce qui se Durin. passe au Sénat. Plusieurs temps forts cette semaine au Sénat. Et tout d'abord, le coup d'envoi, on vient d'en parler, le coup d'envoi de la réforme de la fonction publique mardi à 14h30. Moderniser la fonction publique, la rendre plus attractive et plus réactive. C'est l'objectif de ce texte qui prévoit notamment un recours accru aux contractuels et la fusion des instances de dialogue social.
Autre texte important demain après-midi, la proposition de résolution qui vise à clarifier et à actualiser le règlement du Sénat, un texte présenté par Gérard Larcher. Il a plusieurs objectifs, notamment rendre plus lisible et plus facile d'accès le règlement, simplifier et alléger les procédures. Et puis enfin, dernier temps fort, jeudi à 15h, seront la séance de questions d'actualité au gouvernement. Voici venu le moment de l'éclairage et c'est bien sûr Jean-Philippe Derosier qui est avec nous ce matin. A tout de suite. Bonjour Jean-Philippe, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Jean-Philippe Derosier, on va parler à vous justement de cette réforme du règlement du Sénat, un texte présenté par Gérard Larcher. Pourquoi il faut modifier le règlement du Sénat et de l'Assemblée ? Eh bien, il est bon, quand on veut faire évoluer les institutions, d'essayer de faire évoluer la Constitution, les lois organiques et les règlements des assemblées qui sont véritablement le cœur du réacteur. Hein. La Constitution fixe les bases, les lois organiques viennent les appliquer, mais les règlements, c'est ce qui fait fonctionner au quotidien chacune des assemblées. Chacune des assemblées est maîtresse de son propre règlement. Hein. C'est chacune des assemblées qui adopte les modifications. Et donc, le Sénat va essayer de faire évoluer le sien, sans doute aussi en réaction à ce qu'a annoncé Édouard Philippe la semaine dernière. Voilà, précisément, lors de l'annonce la semaine dernière du report de la révision constitutionnelle, Édouard Philippe a expliqué qu'il laissait le soin aux assemblées de se réformer elles-mêmes. C'est aussi pour ça en fait que ce texte est examiné. Tout à fait. C'est pas une grande surprise que la révision institutionnelle, c'est-à-dire qui implique le volet constitutionnel, organique et ordinaire, 3 lois, ne puisse pas aboutir. Dès l'année dernière, avant même l'affaire Benalla, on sentait qu'il y avait des points de blocage. Puis est venue cette affaire Benalla qui a complètement bloqué les débats à l'Assemblée nationale. Puis l'épisode des Gilets jaunes, puis les tentatives de réinscription. Et on voit que véritablement, il y a une impasse à ce niveau-là. Et donc, le gouvernement, Édouard Philippe, a pris acte de cette impossibilité d'avancer et a délégué aux assemblées le soin de se réformer elles-mêmes. L'Assemblée nationale a adopté, il y a une dizaine de jours, une réforme assez importante du règlement de l'Assemblée nationale, pas aussi importante que celle qui a fait suite à la révision constitutionnelle de 2008, mais malgré tout, il y a un certain nombre de modifications qui sont incorporées, dont des modifications qui avaient déjà été prises au Sénat. Je pense notamment à la possibilité de la législation en commission, c'est-à-dire pour certaines lois, la possibilité de les adopter directement en commission et qui est aujourd'hui appliquée au Sénat, notamment pour la révision du règlement en cours, mais qui n'était pas encore appliquée à l'Assemblée nationale. Et si le Conseil constitutionnel valide la révision de l'Assemblée, du règlement de l'Assemblée, alors cela pourra être appliqué là-bas. Et au Sénat, il y a eu une révision en 2017, qui a été justement une révision assez importante. Celle qui vient aujourd'hui à l'ordre du jour est assez technique. Voilà, alors précisément de quoi s'agit-il ? Est-ce que c'est une modernisation, une simplification ? On nous parle de rendre plus lisible et plus facile d'accès le règlement. C'est plutôt une simplification. Le règlement du Sénat se distingue de celui de l'Assemblée nationale en étant beaucoup plus général, là où celui de l'Assemblée nationale est beaucoup plus précis. Et au Sénat, depuis 1958, cela date véritablement des débuts de la Ve République, avait été fait le choix de poser des règles transversales et ensuite la pratique quotidienne permettait de les mettre en place. Et là, cette révision qui va être examinée cette semaine vient un petit peu réorganiser, mais elle opère véritablement à droit constant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grandes nouveautés. Il y en avait eu en 2017, mais là, en 2019, il n'y en a pas. Il y en a une qui est potentiellement annoncée lorsqu'on lit le détail de l'exposé des motifs qui viennent justifier donc toutes ces mesures. On voit que Gérard Larcher, le président du Sénat, et donc les sénateurs, se réservent la possibilité de déposer un peu plus tard une révision de plus grande ampleur. Alors, est-ce qu'ils attendent que la révision constitutionnelle soit définitivement enterrée ou est-ce qu'ils attendent le renouvellement de 2020 pour pouvoir mieux avancer ? Ça, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, en l'état, la révision est très technique et très Est-ce que ça va aussi permettre de rendre les travaux du Sénat plus rapides, plus fluides ? Alors oui, je pense notamment à une mesure qui est celle de demander au gouvernement de transmettre les demandes d'inscription prioritaires. Vous savez que le gouvernement dispose d'un ordre du jour prioritaire, c'est-à-dire qu'il arrive avec une liste de textes et qui dit voilà ce sur quoi vous allez travailler. Et c'est fixé lors de la conférence des présidents. Et le règlement du Sénat va imposer à ce que cette liste de textes soit transmise la veille pour que la conférence des présidents puisse effectivement en prendre acte et, le cas échéant, discuter de façon plus éclairée avec le gouvernement lors de la réunion. Dernière question, est-ce qu'il y a un accord transpartisan entre tous les partis de gauche à droite sur ce texte, sur cette modification du règlement du Sénat ?
Je crois qu'il n'y a pas véritablement d'opposition qui a émergé. D'ailleurs, l'opposition a très récemment fait adopter une révision du règlement du Sénat, qui était d'initiative du groupe socialiste et qui a été validée par le Conseil constitutionnel il y a quelques semaines. Et celle-ci vient compléter un petit peu cette première initiative. Et il ne me semble pas avoir entendu de conflit entre les groupes, contrairement à ce qui s'est passé encore une fois à l'Assemblée nationale. Très bien, merci beaucoup, merci Jean-Philippe pour cet éclairage. Merci Jean-Philippe Desrosiers. On vous retrouve sur Twitter aussi, hein, on n'oublie pas. Et maintenant, dans le reste de l'actualité, le lancement du label Terre de Jeux 2024. Ce sera tout à l'heure au Sénat, un label qui va permettre à tous les territoires de participer à la grande aventure olympique des JO 2024. Tony Estanguet était tout à l'heure notre invité sur ce plateau. Je vous propose tout de suite de l'écouter. Ce label Terre de Jeux 2024, ça veut dire que pour la première fois dans l'histoire des Jeux, normalement, seules les villes qui organisent des compétitions sont associées aux Jeux. Et bien là, pour la première fois, on va réussir à associer un peu l'ensemble du territoire pour toutes celles et ceux qui ont envie d'investir dans le sport. La philosophie est très simple, c'est qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, les meilleurs partenaires pour le sport en France, ce sont d'un côté les clubs et de l'autre les collectivités. Pourquoi ? Parce que ce sont les collectivités qui investissent le plus dans les équipements sportifs de proximité et dans le fonctionnement de ces associations sportives partout dans le territoire. Et voilà, notre raison d'être aujourd'hui, c'est quand même que le sport peut continuer à se développer dans ce pays. Parce qu'investir dans le sport aujourd'hui, c'est investir pour la santé des Français, pour l'éducation des enfants, pour le lien social dans les quartiers. Et voilà, moi j'ai envie que grâce à ces Jeux, on arrive à renforcer la place du sport dans la société. Et pour cela, il fallait associer l'ensemble des territoires parce que ce sont eux les bras armés, entre guillemets, de plus de sport dans ce pays. Et on a envie que ces acteurs du quotidien puissent aussi profiter de l'engouement des Jeux de Paris 2024. Voilà, c'est la revue des unes de la presse quotidienne régionale maintenant et donc revue de l'actualité qu'on va examiner avec Saveria dans un instant. On démarre avec la une du Dauphiné libéré, le lourd bilan des orages dans le sud-est ce matin. Les images sont impressionnantes. Les départements de la Loire, la Drôme, l'Ardèche ont été sévèrement touchés par des chutes de grêle et des pluies torrentielles. Hier, une femme a été écrasée par un arbre en Haute-Savoie. La pluie, la grêle et le vent ont également provoqué de gros dégâts matériels, en particulier à Romans-sur-Isère. Des grêlons gros comme des balles de tennis sont notamment tombés. Dans la Drôme, l'Isère, la Haute-Savoie et l'Ardèche, les pompiers sont intervenus plus de 400 fois. À la une de Nord Littoral, ce bac-là va disparaître. Coup d'envoi ce matin du baccalauréat avec la traditionnelle épreuve de philosophie. Ce bac-là qui va disparaître, le baccalauréat que des lycéens calaisiens passent à partir de ce lundi va être remplacé. C'est l'avant-dernier bac avant la réforme en 2021. L'architecture de l'examen sera bouleversée avec 40% de contrôle continu et seulement 2 épreuves finales en juin pour valider le précieux sésame. Les lycéens de terminale n'auront plus qu'à réussir à l'écrit de philosophie. Épreuve étendue à tous les candidats de la voie générale et un grand oral de 30 minutes. Merci Saveria. On continue tout de suite avec, à la une de Ouest France, un centre des impôts sur 2 va être en sursis. Absolument, un centre des impôts sur 2 pourrait disparaître d'ici 2022, remplacé par des accueils de proximité. Le plan du gouvernement passe mal dans les secteurs ruraux. Reportage à Loudéac, dans les Côtes-d'Armor, où les habitants sont inquiets. L'idée serait, en l'état actuel des choses, de privilégier des agences uniques pour la question des prélèvements sur les entreprises et de mettre en place des maisons des services publics avec un interlocuteur unique pour la CAF, pour les impôts. Sauf qu'on ne s'improvise pas agent des impôts, explique Julie dans le reportage. À une époque où les bouleversements sont nombreux, prélèvements à la source, taxes d'habitation, les citoyens ont plus que jamais besoin d'une personne qualifiée pour répondre à leurs questions. À la une de la République des Pyrénées, c'est la montagne qui va devenir payante. Dans les Hautes-Pyrénées, l'instauration d'horodateurs irrite les randonneurs. Une cinquantaine de personnes ont manifesté sur la route des lacs de Néouvielle pour protester contre la mise en place d'horodateurs sur le parking d'Artigus. Ils dénoncent un projet de montagne payante et une tarification prohibitive dans leur slogan et sur leur pancarte. Ils réclament un accès libre à la montagne, au-delà même du principe de parking payant. La manière dont cela a été fait est aussi critiquée. L'aménagement dénature le paysage selon les opposants.
Puis on l'avait promis, c'est à la une de Vaucluse Matin. Ce sont les vacances des Obama à Villeneuve, les Avignon. Alors qu'ont-ils fait les Obama? Première sortie hier soir pour l'ancien président américain en vacances dans le sud de la France. Obama a scandé la foule quand l'ancien président est sorti du Palais des Papes. La famille Obama a fait une visite privée du monument le plus fréquenté d'Avignon le matin. Ce sont les filles de l'ancien président qu'on a pu apercevoir sur les étals du marché de Lille sur la Sorgue. La famille est en vacances jusqu'à jeudi prochain en France. Voilà, on entendra encore parler, hein, j'espère. Vous allez Absolument. revenir nous en parler, les vacances d'Obama. Ça dure quoi, une semaine, c'est ça? Jusqu'à jeudi, ils sont là jusqu'à jeudi. Merci Saveria. Très bonne journée à tous. On se retrouve demain. Très bonne journée. Et nous, on continue dans un instant. C'est la météo des territoires. L'été est là, avec parfois, vous allez voir, de grosses chaleurs. On peut presque parler de canicule pour certains départements. Et puis ensuite, le Zap Matin de Christophe Combarieux, ce qui s'est passé chez nos confrères dans les autres matinales d'infos. Ce matin notamment. Et puis nous, on se retrouve après. À tout de suite. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Christophe Castaner a rouvert ce matin le débat sur les quotas de migrants. Dans le journal du dimanche, le ministre de l'Intérieur déclare « Toute demande d'asile doit être examinée », ce qui ne veut pas dire acceptée, mais la question des quotas pourra être posée dans le cadre du débat pour d'autres modes d'immigration légale. Moi, j'en ai marre de ces ministres qui multiplient les interviews, faisant croire à ceux qui les écoutent qu'ils ne sont que les porte-parole d'un dossier. Mais M. Castaner, comme ses collègues, est en responsabilité. Il est ministre de l'Intérieur. On ne lui demande pas de continuer à penser et à réfléchir, on lui demande d'agir. Tout ce qui limitera l'immigration de masse est le bienvenu. Est-ce que ça suffit à limiter l'immigration de masse? Je n'en suis pas sûr. Mais tout ce qui la limite est bien entendu, j'y suis évidemment favorable. Là encore, je ne vais pas être extrémiste ou tenir des propos. C'est une bonne idée si des gens le faisaient. Je lance un appel vibrant de La Rochelle à tous ceux qui, chez LR, n'ont pas envie d'être embrigadés dans l'armée d'Emmanuel Macron. Il se trouve que nous, les Républicains, nous ne voulons pas d'alliance avec le Front National. Nous n'en voulions pas avant, nous n'en voulons pas maintenant et nous n'en voudrons pas après. Donc ça ne se fera pas, parce que la droite républicaine, ce n'est pas le Front National. Nous sommes prêts à discuter avec eux. Nous sommes prêts à mettre en œuvre des plateformes d'action communes. Et nous sommes prêts à le faire dès les élections municipales qui arrivent. Moi, depuis que je suis en âge de voter, je vote contre les Le Pen, hein, le grand-père, la tante, peut-être demain la nièce. Donc la PME familiale Le Pen fonctionne et gagne des parts de marché. Et en tant que républicain et démocrate, je trouve ça extrêmement préoccupant. Et si je me suis engagé pour Emmanuel Macron, c'est que je pense qu'il est le seul capable de répondre à cette grande fracture sociale. Nous avons vu des dizaines de maires LR aller se vendre pour un plat de lentilles au parti du président de la République. Je pense que ceci est tout à fait méprisable de leur part. Pour les municipales, il va falloir cibler les villes où nous pouvons avoir des victoires. Je pense notamment aux villes populaires, aux quartiers populaires, où on a un électorat qui, quand il s'est déplacé, nous a permis quand même de limiter les dégâts. Dans ma circonscription, on a fait 13,5%. Parce que les quartiers populaires se sont quand même déplacés, même s'ils s'abstiennent trop. Bon, Madame Le Pen est dans son rôle. Je l'ai écouté avec attention, ça manquait quand même beaucoup d'humilité. Je crois que les partis politiques, le sien en particulier, a connu aussi d'immenses difficultés ces 30 dernières années, pensant par moments disparaître.
Voilà le Zap Matin de Christophe Combarieux. Merci de votre fidélité, merci de nous avoir suivis. Demain, je recevrai Olivier Dussopt, le secrétaire d'État auprès de Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, en direct sur ce plateau. D'ici là, passez une excellente journée et on se retrouve demain. Au revoir à tous.